2 chiffres suffisent à fissurer un ordre énergétique que l'on croyait verrouillé depuis des décennies. Quand le Niger nationalise son uranium, que % de l'approvisionnement nucléaire français vacille et que les prix mondiaux bondissent 2% en quelques jours, ce n'est plus un geste technique, mais un rapport de force qui s'inverse. Que signifie pour vous ce basculement discret au moment précis où Ibrahim Traoré y voit l'ouverture rare d'une souveraineté sahélienne enfin assumée ? Peut-être assiste-t-on ici au premier test réel d'un monde multipolaire capable de redistribuer durablement les équilibres globaux. Ce récit ne cherche pas à annoncer une rupture spectaculaire, mais à expliquer pourquoi un geste apparemment limité peut produire des effets structurels durables. L'enjeu central est simple. Comprendre comment une décision souveraine, prise au Sahel, peut déplacer des équilibres énergétiques, politiques et symboliques bien au-delà de la région. Ce que le spectateur gagne ici tient en 10 mots. Lire la souveraineté africaine comme un levier concret, pas un slogan. Derrière la nationalisation de l'uranium nigérien se joue une reconfiguration plus profonde. Pendant des décennies, le modèle dominant reposait sur une dépendance organisée, ressources africaines, transformation extérieure, bénéfices concentrés ailleurs. En reprenant le contrôle de l'uranium, le Niger fissure ce schéma, et le Burkina Faso observe, analyse, puis s'aligne. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode confirme qu'une souveraineté assumée peut devenir une stratégie cohérente, capable d'influencer marchés, alliances et perceptions internationales. La question n'est donc pas seulement énergétique. Elle touche à la place réelle de l'Afrique dans un système mondial interdépendant et à la capacité des États du Sahel à passer du rôle de fournisseur à celui d'acteur décisionnel. La bascule n'a pas commencé mais le jour précis où une annonce de quelques lignes a changé l'équation. Le mai, la décision de nationaliser l'uranium nigérien a fait vaciller % de l'approvisionnement nucléaire français, déclenchant une réaction en chaîne immédiate sur les marchés. Ce qui semblait administratif s'est révélé être l'une des ruptures géopolitiques les plus significatives de la décennie. Pendant des années, le paysage énergétique entre le Sahel et l'Europe paraissait figé. Les ressources africaines alimentaient des chaînes de valeur extérieures selon un modèle présenté comme stable et rationnel. Mais en reprenant le contrôle de l'uranium, le Niger n'a pas seulement modifié un contrat, il a retiré la première pierre d'un édifice de dépendance imbriqué. Les analystes ont rapidement parlé de recalibrage global, car la décision exposait une vulnérabilité longtemps minimisée par les puissances consommatrices. Ce geste a aussitôt trouvé un écho régional. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré y a vu la confirmation d'une ligne défendue depuis son arrivée au pouvoir. La souveraineté n'est pas une déclaration, mais une suite d'actes cohérents. Le mouvement nigérien a servi de déclencheur, mais c'est la lecture qu'en font les États voisins qui lui donne sa portée. Il ne s'agit plus d'un pays isolé, mais d'une trajectoire collective en formation au Sahel. Un détail souvent négligé éclaire cette dynamique. Dans les jours suivant l'annonce, les discussions énergétiques se sont déplacées des multinationales vers les institutions locales. Les interlocuteurs ont changé, tout comme le ton des négociations. Cette translation discrète signale un renversement de posture. Les pays sahéliens cessent d'être des fournisseurs passifs pour devenir des décideurs qui imposent le rythme. Le so what tient alors en une idée simple. Quand la décision se déplace vers la source, l'ensemble du système de contraintes se réorganise bien au-delà du secteur énergétique. Pour comprendre comment une décision technique devient un signal politique, il faut suivre les acteurs qui transforment l'intention en trajectoire. Au Sahel, ce rôle se joue dans l'articulation entre leadership et effet immédiat. La nationalisation nigérienne n'est pas restée lettre morte. Elle a été observée, interprétée, puis prolongée par des voisins qui ont vu une fenêtre d'action concrète plutôt qu'un symbole abstrait. Un premier microcas l'illustre. Dans les semaines suivant l'annonce, des investisseurs habitués à négocier via des intermédiaires extérieurs ont dû revoir leur circuit. Les échanges se sont recentrés sur des institutions locales, avec des exigences nouvelles en matière de gouvernance et de priorité nationale. Ce déplacement des tables de négociation a modifié les rapports de force, non par confrontation directe, mais par redéfinition des règles d'accès. Un second microcas se joue sur le terrain administratif. Des coopérations techniques internes
ont émergé entre le Niger et le Burkina Faso pour préparer la gestion locale des ressources et des infrastructures. Il ne s'agissait plus de discours, mais de procédures, de calendrier et de capacités institutionnelles à renforcer. Cette matérialité donne au projet une crédibilité que les slogans n'avaient jamais produite. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur guide, non parce qu'il impose une rupture brutale, mais parce qu'il relie les décisions à une vision d'ensemble, où chaque étape prépare la suivante. Les impacts précoces ne sont pas spectaculaires, ils sont structurants. Le « so what » est net. Quand les premiers effets sont concrets, la souveraineté cesse d'être théorique. Le déclencheur survient sans préavis prolongé. Le mai, le gouvernement nigérien annonce la nationalisation complète de l'uranium. En quelques heures, l'information circule, les marchés réagissent et les analystes comprennent que la décision dépasse largement le cadre administratif. Ce qui était perçu comme un ajustement technique devient un signal stratégique. Le contrôle de la ressource change de main et avec lui, le tempo des négociations énergétiques internationales. Le climax se dessine rapidement. Les entreprises européennes liées au nucléaire enregistrent des reculs brutaux, tandis que les institutions énergétiques internationales réévaluent la carte mondiale de l'approvisionnement. Le chiffre de pourcent, part de l'uranium nigérien dans l'alimentation nucléaire française, s'impose comme un symbole. Il révèle une dépendance structurelle que peu de décideurs avaient assumé publiquement. Dans ce moment de tension, les discussions s'ouvrent en coulisses. Les puissances occidentales cherchent à temporiser, à explorer des solutions de rechange, à rouvrir des canaux de négociation. C'est ici que la dynamique régionale prend une autre dimension. Le Burkina Faso observe la séquence et s'aligne politiquement. Ibrahim Traoré apporte un soutien explicite à la position nigérienne et annonce qu'une approche similaire guidera la stratégie burkinabé en matière de souveraineté énergétique. Le message est clair, il ne s'agit plus d'un État isolé, mais d'un front régional qui revendique le droit de fixer ses priorités. Cette convergence modifie le rapport de force. Les négociations ne portent plus sur des concessions ponctuelles, mais sur les termes mêmes de la relation. Les répliques se propagent ensuite à plusieurs niveaux. Sur les marchés, le prix mondial de l'uranium augmente 2% en 2 semaines, signalant une tension durable sur l'offre. Les chaînes d'approvisionnement européennes sont contraintes de se diversifier vers des sources plus lointaines et plus coûteuses, comme le Canada ou l'Australie. Cette reconfiguration entraîne des surcoûts et alimente un débat public inédit sur la sécurité énergétique. Au niveau diplomatique, les lignes bougent plus discrètement. Le Niger et le Burkina Faso intensifient leurs échanges avec de nouveaux partenaires, notamment la Chine et la Russie, dans une logique de diversification plutôt que de substitution automatique. Ces discussions s'inscrivent dans le temps long avec un objectif affiché: éviter de remplacer une dépendance par une autre. La souveraineté revendiquée se veut graduelle, structurée et négociée. Sur le plan régional, enfin, la séquence agit comme un catalyseur. Les pays du Sahel renforcent leurs mécanismes de concertation et évoquent des coopérations énergétiques internes. La décision initiale produit ainsi une onde qui dépasse son point d'origine. Elle transforme les perceptions, modifie les attentes et redéfinit ce qui est jugé possible. La ligne des événements montre une chose essentielle. Une décision souveraine, lorsqu'elle est relayée collectivement, peut passer du choc ponctuel à la trajectoire durable. Le premier point de repère chiffré apparaît dans les heures qui suivent la décision nigérienne. Pourcent. C'est la baisse enregistrée par l'indice mondial de l'énergie dans les 48 heures suivant l'annonce de la nationalisation. Ce recul rapide n'est pas une simple oscillation boursière. Il signale une prise de conscience brutale. Une partie du système énergétique mondial reposait sur une stabilité supposée, désormais remise en cause. Ce chiffre révèle un mécanisme précis. Les marchés anticipent moins une pénurie immédiate qu'une incertitude durable sur les règles du jeu. Quand la source reprend la main, la prévisibilité des flux diminue et la valeur des actifs liés à ces flux s'ajuste en conséquence. La nationalisation agit donc comme un révélateur de fragilité structurelle, bien plus que comme un choc conjoncturel. Le deuxième chiffre est plus spectaculaire, plus %.
Il correspond à l'augmentation du prix mondial de l'uranium dans les 2 semaines suivant la décision. Cette hausse rapide traduit la centralité du Niger dans l'équation énergétique internationale. Elle montre que l'uranium sahélien n'est pas une ressource marginale, mais une variable clé dans la formation des prix. Lorsque son statut change, l'ensemble du marché se réorganise. Là encore, l'effet dépasse la simple arithmétique. Une hausse de ce type se diffuse dans toute la chaîne de valeur. Coût de production, contrat à long terme, arbitrage entre sources alternatives. Les acheteurs européens découvrent que les options canadiennes ou australiennes, souvent citées comme solution de repli, impliquent des coûts plus élevés et des délais logistiques plus longs. Le chiffre de pourcent devient ainsi un indicateur de pouvoir de négociation déplacé. Le troisième chiffre relie directement le Sahel au quotidien européen. Plus %. C'est l'augmentation des tarifs de l'électricité pour les consommateurs français sur les 6 premiers mois de ce pourcentage donne une matérialité concrète à une décision prise à Niamey. Il montre comment un acte souverain, localisé, peut traverser les continents et se traduire en factures domestiques. Ce point est crucial pour la lecture géopolitique. Les chiffres cessent d'être abstraits. Ils deviennent des vecteurs de compréhension politique. Il rappelle que la dépendance n'est pas un concept théorique, mais une réalité mesurable, ressentie et débattue publiquement. Pour le Burkina Faso, ces données jouent un rôle stratégique. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces chiffres pour étayer une position déjà affirmée. La souveraineté énergétique n'est pas un coût idéologique, mais un levier capable de redessiner les rapports de force. Les tendances observées montrent que l'Afrique de l'Ouest ne subit plus passivement les statistiques des autres. Elle produit désormais les chiffres qui obligent le reste du monde à s'ajuster. Pris ensemble, ces 3 repères dessinent une trajectoire claire. Quand la décision remonte à la source, les marchés, les États et les citoyens doivent recalculer. Les chiffres ne racontent pas seulement une crise, ils documentent un déplacement durable du centre de gravité énergétique. Les critiques de la nationalisation avancent d'abord un argument de prudence. Selon eux, une rupture trop nette avec les partenaires occidentaux pourrait fragiliser une région déjà exposée à des tensions sécuritaires et économiques. Les économies du Sahel resteraient dépendantes des financements extérieurs, des transferts technologiques et des marchés internationaux. Dans cette lecture, reprendre le contrôle d'une ressource stratégique sans filet progressif risquerait d'entraîner sanctions, gel de coopération ou raréfaction des investissements au détriment des populations locales. Un second argument met en garde contre un simple déplacement de dépendance. En se détachant de l'Europe, les pays du Sahel pourraient s'exposer à l'influence accrue de nouveaux partenaires comme la Chine ou la Russie. Cette réorientation, si elle n'est pas strictement encadrée, pourrait créer une dépendance moins visible mais tout aussi contraignante, en échangeant une asymétrie ancienne contre une autre, plus récente. Ces 2 objections sont cohérentes et méritent d'être prises au sérieux. Elles soulignent un risque réel. La souveraineté proclamée n'a de sens que si elle se traduit par une capacité effective à négocier, diversifier et arbitrer. Mais la réponse se trouve déjà, en partie, dans les faits observés après la décision nigérienne. Contrairement au scénario d'isolement, les flux d'investissement vers l'Afrique ont progressé en pain, et les discussions diplomatiques se sont multipliées plutôt que taries. L'effet immédiat n'a pas été la fermeture, mais l'élargissement du spectre de partenaires. Surtout, la dynamique régionale change la nature du risque. Lorsque la démarche est collective, elle réduit la vulnérabilité individuelle. Le Niger n'agit plus seul, et le Burkina Faso inscrit ses choix dans une coordination sahélienne plus large. Ibrahim Traoré défend précisément cette logique. La souveraineté n'est pas l'autarcie, mais la capacité à choisir avec qui et à quelles conditions coopérer. Le point d'équilibre apparaît alors clairement. Le danger n'est pas la décision souveraine en elle-même, mais son isolement. Les données suggèrent qu'une souveraineté assumée, articulée et partagée peut transformer le risque en levier. Ce point médian ne marque pas une pause, mais un changement de lecture. La nationalisation de l'uranium nigérien n'a pas seulement modifié des flux énergétiques,
elle a déclenché une onde stratégique qui traverse l'Afrique de l'Ouest. Ce qui apparaissait comme une décision sectorielle révèle désormais une recomposition plus large, où le Sahel cesse d'être un espace périphérique pour devenir un nœud d'arbitrage. Le signe le plus parlant réside dans la recomposition des alliances. Les pays européens cherchent des solutions de repli, souvent plus coûteuses, tandis que le Niger et le Burkina Faso intensifient leurs échanges avec de nouveaux partenaires. Cette diversification ne traduit pas un retrait du monde, mais une redéfinition des axes de coopération. Les circuits traditionnels ne disparaissent-ils pas? Ils perdent leur caractère automatique. Dans cette phase charnière, Ibrahim Traoré interprète le moment comme une confirmation stratégique. La souveraineté, dans cette lecture, n'est plus un objectif lointain, mais une capacité en construction. Elle se manifeste par le choix des partenaires, par la hiérarchisation des priorités et par la volonté de coordonner les décisions au niveau régional. Le midpoint révèle ainsi une vérité simple. Le Sahel n'est pas en rupture avec l'ordre mondial. Il est en train de renégocier sa place à l'intérieur de celui-ci, selon ses propres termes. Les effets de la nationalisation de l'uranium ne se limitent ni aux marchés financiers, ni aux déclarations politiques. Ils se déploient dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une facette différente du basculement en cours. Pour les États, l'impact est d'abord stratégique. La France, contrainte de reconnaître publiquement sa dépendance à hauteur de pourcent, doit revoir en urgence ses chaînes d'approvisionnement. Cette vulnérabilité expose les limites d'un modèle fondé sur l'accès stable à des ressources extérieures. A l'inverse, le Niger et le Burkina Faso gagnent en marge de manœuvres diplomatiques. Leur capacité à peser dans les négociations s'accroît car la ressource qu'ils contrôlent n'est plus substituable à court terme. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique en défendant une lecture claire. Le contrôle des ressources est un instrument de négociation, pas une fin en soi. Pour les entreprises, le choc est opérationnel. Les acteurs européens du nucléaire doivent absorber la hausse de pourcent du prix de l'uranium et anticiper des coûts plus élevés sur la durée. Les contrats à long terme sont renégociés, les investissements réévalués et les stratégies de diversification accélérées. A l'inverse, les entreprises africaines voient s'ouvrir un espace inédit. La revalorisation des ressources locales permet des accords directs avec les États sahéliens, réduisant le rôle des intermédiaires extérieurs et modifiant la structure même des partenariats. Pour les populations, les conséquences deviennent tangibles. En France, la hausse de pourcent des tarifs de l'électricité sur les premiers mois traduit une réalité souvent abstraite. La dépendance énergétique a un coût social. Au Sahel, l'effet est d'abord psychologique. La perception que les ressources nationales peuvent être maîtrisées localement nourrit un sentiment de dignité collective. Les débats publics, les radios communautaires et les échanges quotidiens témoignent d'une appropriation nouvelle de la notion de souveraineté. Enfin, au niveau régional, la décision nigérienne agit comme un catalyseur. Les pays du Sahel intensifient leur coordination, envisagent des infrastructures communes et harmonisent leurs priorités énergétiques. Le mouvement dépasse le cadre national. Il esquisse la formation d'un bloc capable de négocier collectivement avec des partenaires extérieurs. Dans cette dynamique, le rôle de figure comme Ibrahim Traoré est central, non comme chef isolé, mais comme point d'ancrage d'une vision partagée. Pris ensemble, ces 4 niveaux montrent que les conséquences ne sont ni théoriques ni différées. Elles redessinent dès maintenant les rapports de force du foyer européen aux salles de négociation sahéliennes. À court et moyen terme, la trajectoire ouverte par la nationalisation de l'uranium reste indéterminée. Les 6 à 12 prochains mois constituent une zone de test, où plusieurs dynamiques peuvent s'imposer selon les réactions des acteurs internationaux, la coordination régionale et la capacité des États sahéliens à transformer l'élan politique en structure durable. 3 scénarios se dessinent. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se consolide sans rupture supplémentaire. Le Niger et le Burkina Faso poursuivent quand même la renégociation de leurs cadres énergétiques tout en maintenant des canaux ouverts avec leurs partenaires traditionnels. Les nouvelles alliances progressent, mais de manière prudente. Les revenus liés aux ressources augmentent progressivement, permettant un renforcement institutionnel sans choc brutal. Si ce scénario prévaut,
alors la souveraineté avance par paliers avec des gains réels mais mesurés et une intégration graduelle dans un système mondial rééquilibré. Dans un scénario plus favorable, l'élan se transforme en effet d'entraînement. La clarté des décisions souveraines attire davantage d'investissements directs, notamment dans les infrastructures énergétiques et les capacités locales de transformation. Les coopérations régionales s'intensifient, donnant naissance à des projets communs crédibles. Les discussions au sein des instances africaines convergent vers un soutien plus affirmé. Si cette trajectoire s'impose, alors le Sahel pourrait devenir un modèle continental, montrant qu'une maîtrise assumée des ressources peut renforcer à la fois l'attractivité économique et le poids diplomatique. Un scénario contraint reste toutefois possible. Dans cette hypothèse, les puissances occidentales réagissent plus fermement par des pressions diplomatiques, des restrictions commerciales ou des mesures indirectes. Les États sahéliens doivent alors arbitrer entre maintien de la trajectoire souveraine et nécessité de préserver certaines relations vitales. La transformation ne s'arrête pas, mais elle se ralentit. Des compromis sont introduits, réduisant l'amplitude du changement sans l'annuler. Entre ces trois perspectives, une constante demeure. La question n'est plus de savoir si la souveraineté énergétique est légitime, mais à quelles conditions elle peut s'inscrire durablement. Si les décisions restent coordonnées et lisibles, alors la marge de manœuvre s'élargit. Si elles deviennent fragmentées, alors le risque de dilution réapparaît. Les prochains mois diront quelle lecture du possible s'imposera. Pour beaucoup, ce qui se joue au Niger ou au Burkina Faso peut sembler éloigné, presque abstrait. Pourtant, la séquence en cours dépasse largement le cadre régional. Elle interroge la manière dont chacun comprend la souveraineté, la dépendance et l'équité dans un monde interdépendant. Ce déplacement du regard constitue l'un des effets les plus profonds du basculement actuel. Pour un citoyen européen, l'impact devient lisible à travers des signaux concrets. Hausse des prix de l'énergie, débat public sur la sécurité d'approvisionnement, remise en question de modèles présentés comme acquis. La dépendance, longtemps invisible, devient perceptible dans le quotidien. Cette prise de conscience modifie la relation à des territoires souvent perçus comme périphériques, mais désormais reconnus comme centraux dans l'équilibre global. Pour un acteur économique, la séquence invite à repenser les certitudes. Les chaînes de valeur ne sont pas figées et les ressources stratégiques ne peuvent ne plus être considérées comme automatiquement accessibles. Les décisions prises au Sahel rappellent que la stabilité repose aussi sur la reconnaissance des intérêts des pays producteurs. Ignorer cette dimension devient un risque stratégique à part entière. Pour un observateur africain, le mouvement a une portée symbolique forte. Il valide l'idée que les choix politiques peuvent produire des effets réels, mesurables et visibles au-delà des frontières nationales. La figure de Ibrahim Traoré cristallise cette lecture, non comme un cas isolé, mais comme l'expression d'une aspiration partagée à la maîtrise du destin collectif. À un niveau plus intime, la séquence pose une question simple aux spectateurs. Dans un système mondialisé, jusqu'où accepte-t-on que certaines régions portent les coûts pendant que d'autres captent les bénéfices ? En rapprochant le lointain, le Sahel force chacun à reconsidérer ses propres repères. Pour que la souveraineté énergétique revendiquée par le Niger et le Burkina Faso se traduise en capacité durable, elle doit s'appuyer sur une trajectoire lisible, mesurable et progressive. L'enjeu n'est pas d'annoncer une rupture définitive, mais d'ancrer des décisions politiques dans des mécanismes opérationnels capables de résister aux pressions extérieures. 4 étapes structurantes émergent. La première consiste à construire des infrastructures énergétiques locales. Les gouvernements sahéliens, avec leurs agences techniques, doivent développer des capacités de gestion et de transformation adaptées aux ressources disponibles. L'objectif est clair, réduire la dépendance aux circuits extérieurs et stabiliser l'approvisionnement. Les indicateurs sont concrets, allant de la capacité installée à la diminution des importations énergétiques. La deuxième étape, vise à renforcer la coopération régionale. En mutualisant certaines infrastructures et en harmonisant leur cadre réglementaire, les pays du Sahel réduisent leur vulnérabilité individuelle. Cette coordination transforme des décisions nationales en leviers collectifs, augmentant la crédibilité du bloc face aux partenaires extérieurs. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique en défendant une souveraineté partagée plutôt qu'isolée.
La troisième étape porte sur la diversification maîtrisée des partenariats internationaux. Il s'agit de négocier avec de nouveaux acteurs selon des termes explicites, intégrant des transferts de compétences et des clauses de gouvernance. Le succès se mesure moins au volume des investissements qu'à leur qualité et à leur impact local. Enfin, la quatrième étape concerne la transparence et la gouvernance. Des mécanismes de contrôle indépendants, des rapports publics et des indicateurs de redistribution constituent des garanties essentielles. Sans eux, la souveraineté risque de perdre sa légitimité interne. Cette feuille de route ne supprime pas les risques, mais elle transforme une ambition politique en projet structuré et vérifiable. Au fil de cette trajectoire, un écho revient presque intact à l'image des premiers micro-cas évoqués plus tôt. Celui d'une région longtemps cantonnée au rôle de décor, rarement invitée à décider du scénario. La nationalisation de l'uranium n'est pas seulement un acte économique, elle marque la continuité entre des gestes techniques, parfois discrets, et une ambition politique plus large qui prend forme dans le temps. Dans ce cheminement, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point de cristallisation. Il incarne une lecture partagée, celle d'un Sahel qui refuse désormais la dépendance comme horizon par défaut. Le Burkina Faso devient alors plus qu'un observateur. Il sert de point d'appui à une démonstration simple mais puissante, la souveraineté n'est crédible que lorsqu'elle s'inscrit dans une suite d'actes cohérents. Le rappel est essentiel. Ce mouvement ne cherche pas à renverser un ordre par la confrontation, mais à redéfinir une place par la constance. À mesure que les États sahéliens consolident leurs choix et coordonnent leurs stratégies, une idée s'impose. L'Afrique ne revendique pas d'un privilège, mais un droit fondamental, celui d'exister pleinement dans les décisions qui la concernent. Phrase clou, reprendre la main change toujours le cadre du possible. Au terme de ce parcours, une évidence se dessine sans emphase. Ce qui se joue au Niger et au Burkina Faso ne relève pas d'un épisode spectaculaire, mais d'un déplacement profond de repères. La maîtrise d'une ressource stratégique, lorsqu'elle est revendiquée et organisée, oblige le reste du monde à ajuster ses certitudes. Elle rappelle que les équilibres globaux ne sont jamais figés, seulement stabilisés par l'habitude. Cette dynamique invite chacun à un effort de lecture. Comprendre le Sahel aujourd'hui, ce n'est pas adhérer à un camp, mais accepter de regarder autrement des décisions longtemps interprétées depuis l'extérieur. Les choix portés par des dirigeants comme Ibrahim Traoré interrogent notre rapport à la souveraineté, à la dépendance et à la justice économique, bien au-delà des frontières africaines. La question finale reste volontairement ouverte. Si des États longtemps cantonnés à un rôle périphérique redéfinissent les règles d'accès à leurs ressources, comment cela doit-il transformer notre manière de penser les relations internationales ? Ce débat ne se clôt pas ici. Il commence avec les échanges, les désaccords argumentés et les regards croisés.